Un avion en chute libre. Pour un pilote militaire, il reste une dernière chance d'en réchapper. Pour les passagers de vols commerciaux, le seul espoir est de survivre à l'atterrissage en catastrophe. Quand nous avons percuté le sol, je n'aurais jamais cru que ça pouvait être d'une violence pareille. Je ne comprenais vraiment pas comment mes os pouvaient être encore entiers. Sauf qui peut, accident d'avion. Il y aura toujours des accidents d'avion. La priorité est donc d'assurer la survie des passagers. Pour cela, les ingénieurs ont dû se pencher sur les différents moyens de sauver les passagers d'un avion en perdition. La Première Guerre mondiale a exposé les jeunes aviateurs aux dangers réels du combat aérien. Quand leurs appareils étaient touchés, ils n'avaient aucun moyen de s'échapper. Sur le front ouest, les équipages de ballons d'observation étaient dans une position encore plus dangereuse. Ils restaient immobiles, derrière les lignes ennemies. Imaginez un peu, dans une petite nacelle, sous un ballon rempli d'hydrogène, et les avions ennemis qui venaient vous canarder de balles traçantes. Il fallait un moyen de s'échapper. Il s'agissait simplement d'un harnais attaché à un parachute dans un container fixé au bord de la nacelle. Et on se contentait de sauter par-dessus bord. Le poids du corps suffisait à faire sortir le parachute de sa boîte. Quoique cela ait sauvé la vie de centaines d'aéronautes, on considérait que les parachutes n'étaient pas adaptés pour les pilotes d'avion. Les avions ne pouvaient pas bénéficier de la même technologie parce qu'ils ne sont pas immobiles comme les ballons. Quand tout va bien, un avion avance à une certaine vitesse. Quand tout va mal, il est en tonneau ou il brûle. Pas facile de s'en sortir avec un parachute déjà attaché à l'appareil. Malgré ces risques, beaucoup de pilotes auraient préféré tenter leur chance avec un parachute, même s'ils risquaient de l'emmêler dans l'appareil en perdition. Mais les généraux craignaient que les pilotes n'abandonnent leur appareil au premier signe de danger. Vers la fin de la guerre, un pilote allemand fut abattu, mais réussit à s'échapper avec un parachute attaché à un conteneur à l'extérieur du cockpit. La guerre s'acheva avant que les Alliés ne décident d'installer des parachutes. C'est Léonard de Vinci qui pensa le premier utiliser le parachute pour sauver des vies. Plusieurs penseurs de la Renaissance y voyaient une façon d'échapper aux bâtiments en feu. Mais personne n'allait l'utiliser avant 300 ans. Le parachute fonctionne sur un principe simple. Il oppose la force de gravité, qui tire vers le bas, et la résistance de l'air contre le parachute, qui pousse vers le haut. La première démonstration publique eut lieu à Paris en 1797, quand un artiste abandonna son ballon et redescendit au sol en parachute. Les parachutes ont toujours été associés aux cascades les plus folles. En Californie, le public assistait à des manifestations aériennes spectaculaires qui s'achevaient souvent par un saut. Mais le parachute était toujours plié dans un étui attaché à l'appareil. L'un des parachutistes les plus connus était un artiste du nom de Sky High Irvine. Il fit son premier saut depuis un ballon à 14 ans et participa à plusieurs films d'Hollywood. À 23 ans, c'était l'un des parachutistes les plus expérimentés d'Amérique et il allait servir de cobaye pour un saut expérimental assez dangereux. En avril 1919, Irvine fut choisi par l'Air Force pour faire un saut avec un parachute attaché à son dos et non à l'avion.
le parachute plié serait sorti du sac à dos par un cordon de déclenchement. Beaucoup craignaient qu'il ne s'évanouisse pendant la chute libre et soit incapable de déclencher le parachute. Mais le concepteur du parachute et pilote de l'avion, Floyd Smith, était confiant. Leslie Irvine et Floyd Smith avaient tous les deux sauté depuis des avions. Ils avaient fait du trapèze. Floyd Smith en professionnel pour les cirques, Leslie Irvine juste pour s'amuser. Ils savaient que quand il faisait ses sauts, au lieu de s'évanouir, il devenait très précis et très attentif. Mais allait-il pouvoir tirer cette corde? Ou est-ce que les scientifiques et les médecins avaient raison de penser qu'il allait perdre connaissance? Il y avait beaucoup de curiosité autour de McCookfield. Il y avait une ambulance qui attendait et ça ne lui plaisait pas beaucoup. Ce serait le premier saut en chute libre au monde. L'accélération serait-elle trop violente? Allait-il perdre toute notion du temps et tarder à tirer sur la corde? Le poids de son corps en chute suffirait-il à ouvrir le parachute? Il a tiré sur la corde, le parachute s'est ouvert, pas de problème. Sauf qu'il s'est cassé la jambe en atterrissant, mais ça n'avait rien à voir avec le parachute. Irvine exploita le succès de son saut et monta la Irvine Parachute Company, qui devint rapidement le plus grand fabricant de parachutes au monde. Les militaires comprirent que les parachutes étaient si fiables qu'on pouvait les utiliser pour déployer des troupes et pas seulement pour sauver les pilotes. Les commandos parachutistes étaient nés. Ils allaient vite devenir la cavalerie de l'air. Dans les avions militaires, le parachute devint le principal espoir de survie du pilote. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il sauva des milliers de vies. Mais à mesure que les avions devenaient plus rapides, s'en échapper devenait de plus en plus difficile. Des tests au sol sur un Spitfire montraient les effets de l'appel d'air quand un pilote voulait sauter de son cockpit. À pleine vitesse, il ne pourrait même pas sortir sans aide. Et même s'il parvenait à s'extraire à une telle vitesse, le pilote risquait de percuter la queue de l'appareil. Il fallait une nouvelle méthode d'éjection. À l'insu des Alliés, la Luftwaffe allemande travaillait déjà sur ce problème. Leur nouveau prototype de jet pouvait atteindre une vitesse de plus de 800 km/h. L'utilisation d'un parachute conventionnel était impossible. Les scientifiques allemands commencèrent les tests pour voir comment les équipages résistaient à une force d'accélération violente. Au cours d'une éjection, ils devraient survivre à une poussée extrême. La plupart de ces travaux furent menés sur un aérodrome de recherche secret à Rechlin, dans ce qui allait devenir l'Allemagne de l'Est. Il fut lourdement bombardé dans les derniers jours de la guerre et il n'en reste presque rien. Revenant sur les lieux pour la première fois depuis plus de 50 ans, ces hommes ont tous été confrontés au problème des éjections à grande vitesse. Theo Knacke est ingénieur. Il a quitté l'Allemagne après la guerre pour travailler avec l'Air Force et la NASA.
L'une de ses premières tâches fut de concevoir un parachute qui ne se déchirerait pas à haute vitesse. Ja. Die Einklemung von dem Blatt ist ganz anders als das. Ripcord, okay. Ja, halt mal gut fest. Ja, zack. Hier ist er. Il eut l'idée ingénieuse d'un parachute fait de rubans de soie. Les interstices laissaient passer l'air à haute vitesse. Après quelques secondes, le poids du pilote resserrait les rubans, soutenant sa descente comme un parachute normal. On appelle ceci des parachutes à rubans. Le principe est simple. Ils s'ouvrent beaucoup plus lentement que les autres parachutes et ils sont plus stables. Le choc d'ouverture est très faible et cela permet de l'utiliser à des vitesses de plus de 6 ou 800 km/h. Mais le problème de la sortie du pilote du cockpit demeurait. Le progrès le plus marquant accompli à Rechlin fut le siège éjectable. Les sièges étaient propulsés avec de l'air comprimé, comme pour un pistolet à plomb. Il était difficile de doser la bonne pression. Trop forte, elle causerait l'écrasement de la colonne vertébrale du pilote. L'un des premiers à survivre à une éjection au combat fut le pilote de la Luftwaffe, Otto Fries. J'étais à 7000 mètres quand j'ai été abattu par un mosquito. Mon moteur gauche était en feu. Je ne voyais plus rien. J'avais un voile rouge devant les yeux. Mais j'ai attrapé mon manche à balai par réflexe. J'ai lutté et j'ai sorti l'appareil de son piquet. À ce moment, j'ai su, je n'arrivais presque plus à penser, qu'il fallait que je m'éjecte. Mais je ne me souvenais plus où était le levier. J'ai sorti ma lampe de poche, cherché un peu et je l'ai trouvée. J'ai tiré sur le levier, oublié de mettre ma tête en arrière et je me suis éjecté. Bien sûr, je me suis déchiré les muscles du cou. Je tournais cul par-dessus tête et j'étais encore dans le siège. Avant tout, il fallait que je m'en débarrasse. Il est tombé et j'ai attendu un peu. On a un sens de l'altitude, même la nuit. Et quand j'ai senti les nuages, l'humidité, je me suis dit, je dois être à 1200 mètres. Et j'ai tiré le cordon d'ouverture. Le parachute s'est ouvert et j'ai atterri dans un pâturage. Juste devant moi, à moins d'1 mètre, il y avait une bouse de vache. Quand j'ai quitté le parachute, je me suis dit, t'as vraiment de la chance. Les Alliés ne fabriquèrent pas de siège éjectable avant la fin de la guerre. Une petite société d'aviation anglaise en devint le plus grand fabricant du monde. Cette société, Martin Baker, fut fondée par un ingénieur, James Martin, et un pilote d'essai, le capitaine Val Baker. Peu après sa fondation, Baker se tua en testant l'un des prototypes de Martin. La compagnie cessa donc de concevoir des avions et commença à travailler sur les sièges éjectables. La petite entreprise familiale prospéra sous l'œil attentif de James Martin, qui s'était donné pour mission de sauver la vie des pilotes. Dans les années 40 et 50, Martin Baker effectua des recherches de pointe pour éliminer tout risque dans l'éjection des pilotes. Le rideau que les pilotes tiraient servait à la fois à les protéger du choc et à s'assurer que leurs coudes étaient collés au corps. En utilisant de petites cartouches explosives plutôt que de l'air comprimé, le choc infligé au corps était bien moins important. La colonne vertébrale n'était comprimée que brièvement, réduisant le risque de dégâts permanents. C'était une grande amélioration par rapport au premier siège allemand. Après plusieurs tests avec des mannequins, on se prépara pour la première éjection humaine. Le cobaye allait être Bernard Lynch, un employé de Martin Baker.
À une vitesse constante de 480 km/h, Lynch s'apprête à se jeter dans l'espace. Tout d'abord, il éjecte la verrière, puis il lâche les contrôles, bloque sa respiration, serre les coudes et tire le rideau. Alors qu'il passe au-dessus de la queue, un petit parachute de stabilisation l'empêche de culbuter dans les airs. Puis vient le parachute du siège. La prochaine étape est de se dégager du siège. À son rythme, lentement et calmement, Lynch s'y emploie. Regardez sous la voilure blanche et vous verrez s'ouvrir celui de Lynch pendant sa chute. À l'origine, les pilotes se méfiaient de ces sièges explosifs. L'idée de devenir des boulets de canon humains ne leur plaisait guère. Mais de plus en plus de vies étaient sauvées par les sièges éjectables et ils furent bientôt adoptés par les forces aériennes du monde entier. Il restait toutefois une question. Quelles sont les limites du corps humain ? Pour la première fois sous les feux de la rampe, le colonel d'aviation John Paul Stapp, un pionnier de la science. Dans les années 50, un docteur de l'US Air Force, le colonel John Paul Stapp, se porta volontaire pour subir des expériences destinées à mesurer les forces maximales qu'un corps humain pouvait supporter dans une éjection ou un accident d'avion. Depuis l'extérieur, regardez cet arrêt écrasant. Il se remet des effets de cette décélération rapide. Ce n'était pas une cascade. Tout le monde pense que si, mais c'est faux. Notre objectif était de sauver des vies. La première fois que je me suis présenté comme cobaye, je me suis bien sûr posé pas mal de questions. Et c'est ce qui m'a convaincu. C'était pour sauver des vies. En tout, nous avons fait 73 expériences avec des humains avant de réunir tous les renseignements qu'il nous fallait. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai été le seul à me casser 2 poignets et à me fêler des côtes. Les freins à eau immobilisent le traîneau en quelques instants. Fin de la ligne et le colonel, défiant à nouveau la mort, déclare se sentir bien. L'expérience la plus dangereuse de Stapp fut sur un traîneau propulsé par des fusées appelé vent sonique. Il simulait l'éjection d'un avion à vitesse supersonique. Le dernier test humain a eu lieu le 10 décembre 1954. Ils m'ont dit « Major, vous voulez du café et des beignets ?» Et j'ai répondu « Non, ça ferait une autopsie assez sale. » C'était faire en sorte qu'ils soient concentrés et sérieux, parce qu'il pouvait y avoir une autopsie. Je m'étais entraîné à rester là, à suer 5 fois déjà, et je n'avais qu'une envie, c'était d'en finir. Le traîneau m'a collé 19 G en 7/100 de seconde. Et c'est comme sortir d'un canon. Et quand je suis passé dans les freins à eau, ma vision est devenue toute rosâtre à cause de la pression sur les yeux. Et je ne voyais plus rien. Et je me suis dit, ça y est, tu as gagné. Ma canne blanche, mon chien d'aveugle et tout ça. J'ai levé les yeux et petit à petit, l'orange est devenu bleu. On m'a amené à l'hôpital et le temps d'arriver, j'étais euphorique parce que j'avais survécu. Je pensais cette fois tu as fait tout ce que tu pouvais. On va me traiter autrement maintenant. Et ça a été le cas, mais pas comme je pensais. Stapp était devenu l'homme le plus rapide au monde et avait prouvé que le corps humain était bien plus résistant qu'on ne le pensait. À la fin des années 50, on lui soumit un nouveau problème. L'US Air Force testait des avions-fusées expérimentaux qui allaient à plusieurs fois la vitesse du son et montaient aux limites de l'espace. C'était une mission dangereuse
et l'Air Force voulait s'assurer que ses pilotes pourraient survivre à une éjection. Les tests préliminaires menés sur les mannequins montraient qu'une chute libre d'une telle altitude provoquait un tournoiement désastreux. On créa donc un premier petit parachute pour stabiliser la descente. Stapp voulait savoir si un humain pouvait survivre à cette expérience. Il lui fallait un volontaire aussi téméraire que lui pour prendre la place du mannequin. Stapp décida que Joe Kittinger était l'homme qu'il lui fallait. C'était un parachutiste et un pilote d'essai expérimenté, mais personne n'avait jamais sauté d'une altitude où l'air est si rare qu'on ne peut pas respirer et la pression si basse qu'il faut une combinaison spatiale pour ne pas éclater. Kittinger allait sauter au-dessus du pas de tir de White Sands, dans le désert du Nouveau-Mexique. Le véhicule de lancement serait un ballon à l'hélium. Et nous sommes arrivés en novembre 1959, prêts pour le premier vol. Il faisait assez froid dans le désert et je suis resté allongé à respirer de l'oxygène pendant 2 heures. C'était obligé pour se débarrasser du nitrogène, pour ne pas avoir la maladie des caissons en montant. Puis nous avions tout vérifié. La checklist était bonne, je me suis installé dans la nacelle avec l'équipement et j'ai dit « On y va, tout est prêt, on va voir comment ça se passe ». Le ballon montait régulièrement à 360 mètres minute. Au bout d'1 heure, il traversait les couches supérieures de l'atmosphère. Je monte à environ 25 500 mètres et le poste de commandement me dit « Ok, c'est le moment ». Quand j'ai voulu me lever pour sauter, je me suis rendu compte que j'étais coincé dans le siège. J'avais fait ça des centaines de fois dans la chambre et il n'y avait jamais eu de problème. Mais l'un des membres de l'équipe avait mis un nouvel isolant pour que ce soit plus propre. Et ça avait pris de la place et j'étais vraiment coincé dans le siège et je ne pouvais pas me lever. J'étais vraiment furieux parce que je voulais sortir de là. Je voulais faire ce test. Je me remuais dans tous les sens et j'ai fini par y arriver. Mais ce faisant, j'ai déclenché un minuteur trop tôt. Et après être sorti, au lieu de tomber pendant 16 secondes sans qu'il ne se passe rien, je tombe pendant 2 secondes et demie seulement. Là, le petit parachute pilote s'ouvre et s'enroule autour de mon cou. Et je savais que ça n'allait pas parce que je tombais comme un mannequin sans stabilisation. Je tombais en chute libre, mais j'étais un parachutiste entraîné, donc je me suis stabilisé, tout allait bien et je me disais que j'allais réussir à descendre comme ça à une altitude normale. Et tout d'un coup, je commence à tourner un peu sur la gauche. Je m'arrête et je me dis « Hey, c'est bien Kittinger ». Soudain, je me mets à tourner très vite. J'avais un altimètre et un chronomètre au poignet gauche et je m'y intéressais beaucoup parce que, une fois à la bonne altitude, je pourrais tirer le cordon d'ouverture. Mais la force centrifuge était telle que je ne pouvais pas bouger les bras. Et je voulais vraiment les ramener pour regarder l'altimètre et le chronomètre. Parce que si j'ouvrais le parachute au-dessus de 10 000 mètres, le parachute se désintégrerait, et moi aussi. Les accélérations seraient catastrophiques. Donc il fallait passer en dessous des 10 000 mètres. Tout d'un coup, je tournoyais comme ça, et je me suis évanoui. Je me suis réveillé vers 3 000 mètres. Mon parachute d'urgence était ouvert et j'ai atterri dans le désert. J'étais content d'être en vie, mais déçu de ne pas avoir mené l'expérience comme prévu. Et je me demandais si on aurait la permission de recommencer.
Kittinger et Stapp convaincurent les autorités d'aller jusqu'au bout du programme, sauter à la limite de l'espace, 30 000 mètres d'altitude. La différence, c'est qu'on est vraiment dans l'espace. À 25 500 mètres, le sang bout. Je me disais toujours que si la combinaison ne fonctionnait pas à 25 000 mètres, j'avais une chance de m'en tirer. Mais à 30 000 mètres, si la combinaison ne fonctionne pas, on ne survit pas. Et la combinaison avait un problème. Le gant droit n'était pas pressurisé et le sang commença à se concentrer, immobilisant la main. J'ai choisi de ne rien dire aux médecins de bord, au sol, au poste de commandement, parce que je savais que si je leur disais ça, ils m'ordonneraient d'abandonner la mission. Et je ne voulais pas que ça arrive. J'avais un peu peur, mais je pensais que je pourrais venir à bout de tous les problèmes possibles. Alors j'ai sauté, chute libre pendant 16 secondes, stabilisation parfaite. Mais vous voyez, j'étais dans le vide de l'espace. Je tombais à une vitesse incroyable. Mais à l'œil nu, on ne sait pas à quelle vitesse on va, ni où l'on est. Et à chaque seconde, je tombais, et je revenais dans un environnement plus vivable. Tout ça ne doit pas vous paraître bien merveilleux, mais on aurait dit le jardin d'Éden quand j'ai atterri. J'étais euphorique. Le record d'altitude établi par ce saut de Joe Kittinger n'a jamais été battu. Il avait démontré qu'on pouvait s'éjecter d'un avion même à la frontière de l'espace. Un nouveau problème apparaissait tandis que les avions militaires volaient de plus en plus bas pour échapper aux radars ennemis. La plupart des accidents fatals se produisaient quand la faible altitude ne permettait pas de garantir une éjection sans danger. Les sièges furent donc équipés de moteurs de fusée qui pouvaient propulser le pilote et le mettre hors de danger, même en rase-motte. Comme l'avaient montré les recherches de Stapp, il était en théorie possible de s'éjecter à n'importe quelle vitesse ou altitude. Aujourd'hui, sur son ancienne piste à traîneau du Nouveau-Mexique, des ingénieurs vont tester un nouveau système d'éjection. Il n'y aura aucun volontaire humain sur ce test, rien qu'un mannequin. Ce prototype pourra sentir qu'un avion est sur le point de s'écraser. Des ordinateurs embarqués déclencheront automatiquement l'éjection et contrôleront sa trajectoire par rapport à l'appareil en perdition. Cela pourrait sauver un pilote de chasseur avant même qu'il ne voie le danger. Pour tester ce prototype, il sera lancé sur une piste de traîneau à réaction de 16 km à une vitesse de 800 km/h. Des caméras à haute vitesse montrent ce qui arrive quand les fusées du siège éjectable se déclenchent. En une fraction de seconde, les parachutes sont déployés. Le mannequin retombe au sol sans danger. Il reste à savoir si les pilotes accepteront de confier leur vie à un système d'éjection qui les prive de tout pouvoir de décision. À mesure que la technologie d'éjection se fait plus sophistiquée, les chances de survivre à un accident à bord d'un appareil militaire se font plus grandes. Dans l'aviation civile, les problèmes sont différents. Il y a longtemps que l'idée de passagers sautant en parachute depuis un avion en plein vol a été abandonnée. Les chercheurs s'attachèrent plutôt à réduire le taux de mortalité des accidents. Cet accident peut paraître terrible, mais de nombreux passagers auraient survécu. À mon avis, le public comprend rarement à quel point il est possible de survivre à un accident.
La plupart des gens pensent qu'il ne reste que des débris calcinés et des cadavres. Mais en fait, si on regarde un accident d'avion, alors que les anciens appareils étaient délibérément testés jusqu'au point de destruction, on se rend compte que si l'on protège les gens dans la cabine, et s'ils survivent à l'explosion en dehors de l'avion, et si on peut les protéger de l'impact, il y aura probablement beaucoup de survivants. Les enquêteurs du Comité fédéral de l'aviation comprirent que la clé de la survie était de faire sortir les passagers de la cabine avant qu'elle ne soit pleine de fumée. On utilisa une vieille carcasse d'avion écrasée pour mener des tests d'évacuation. La sortie par les issues des ailes était lente et malaisée. Les passagers devaient s'entraider. Les compagnies aériennes commencèrent à travailler sur des toboggans d'urgence dans les années 50. Au début, il fallait que l'équipage sorte en premier et tienne l'extrémité du toboggan pour les passagers. À l'époque, les avions étaient plus petits et pouvaient être évacués en 2 minutes. De nos jours, malgré leur taille bien plus importante, le seuil est de 90 secondes. Pour accélérer l'évacuation, tous les avions de ligne sont équipés de toboggans autogonflables. Avec un toboggan correctement gonflé comme celui-ci, le seul problème pourrait être de tomber sur le côté si les gens se précipitent trop, ou de se brûler à cause du frottement, sur les fesses ou sur les coudes. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui arrive à l'intérieur de la cabine. En 1971, un accident à San Francisco montra que dans certaines conditions, les toboggans d'évacuation pouvaient être dangereux. Après un atterrissage d'urgence, un petit feu se déclara sous l'appareil. Les toboggans étaient déployés, mais le vent de 30 km/h a suffi à tordre les toboggans vers l'arrière. Quand les gens arrivaient aux portes, ils voyaient ça et ils faisaient demi-tour vers l'arrière de l'appareil. Avec le poids, l'arrière de l'appareil s'est posé contre le sol. Le nez s'est soulevé. Au sol, des gens ont fini par attraper les toboggans de l'avant. Mais au lieu de faire un angle à 45 degrés, ils étaient presque verticaux. Mais à l'intérieur, personne ne le savait. Et des gens ont couru et sauté sur les toboggans et sont tombés au sol. Cet incident mineur fit au bout du compte 27 blessés. Depuis, les toboggans de secours ont été rigidifiés. Ces structures imposantes se gonflent complètement en 4 secondes et demie. Elles sont faites d'un matériau ignifugé pour les protéger contre les flaques de carburant en feu. Mais il n'est pas toujours possible de les déployer. En 1989, un DC-10 à destination de Chicago était devenu incontrôlable après l'explosion d'un de ses moteurs. J'allais vers le cockpit en me disant que nous avions une urgence. Mais en ouvrant la porte, je me suis figée. J'en ai encore des frissons. Ça m'a bloqué sur place, mon sang s'est figé. Je sentais ce qui se passait dans l'air. Ce n'était pas une urgence. C'était la pire des situations. Le capitaine a dit « On a perdu les systèmes hydrauliques, sécurisez la cabine et préparez les passagers. » L'avion fut dévié vers un petit aérodrome de Sioux City. Il a touché si violemment la piste que le fuselage s'est brisé sous le choc.
Je me suis évanouie. Je suis restée inconsciente tout le temps. J'entendais encore les bruits de métal. Des bruits que vous n'avez jamais entendus. Et nous glissions le long de la piste. Cet impact violent avait déchiré l'appareil, laissant la cabine sur le dos. 184 personnes réussirent miraculeusement à en réchapper, mais 112 moururent. La plupart avaient des blessures à la tête. Elles avaient été projetées vers l'avant de l'appareil, encore attachées à leur siège. Les crash tests du colonel Stapp avaient prouvé que les passagers pouvaient survivre s'ils étaient convenablement harnachés. Ce test, mené 2 mois avant la catastrophe de Sioux City, démontrait que les fixations des sièges et ceintures de sécurité pouvaient se briser à l'impact. Avant, comme maintenant dans une moindre mesure, les sièges se détachaient du sol. Les passagers portaient encore leur ceinture et tout le monde était précipité vers l'avant. Ils étaient tous empilés dans leurs sièges, comme des missiles, encastrés les uns dans les autres, pas moyen de sortir. Donc si on pouvait empêcher les sièges de se détacher et garder les gens à leur place, les passagers pourraient survivre aux accidents les plus sévères. Les avions récents sont équipés de sièges très résistants, mais la plupart possèdent encore des sièges comme ceux-ci. Dans l'accident de Sioux City, les passagers qui avaient survécu au premier impact étaient face à un nouveau danger. Je savais que j'étais entourée de feu. C'était une grosse boule rouge autour de moi. Et c'est passé très vite. Le feu se dirigeait vers l'avant, sur ma gauche. En quelques secondes, nous nous sommes arrêtés. C'était incroyable. Je me suis dit, je pense encore. C'est-à-dire, je suis encore vivante. Et le travail a repris le dessus. Si je suis vivante, il faut que tout le monde sorte d'ici. Tout le monde est sorti par les ouvertures les plus proches. J'ai fini par être obligée de partir aussi à cause de cette horrible fumée noire qui se rapprochait le long du plafond de la cabine. On nous apprend que si le feu est trop chaud, ou l'eau trop haute, ou la fumée trop épaisse, il faut sortir. La fumée peut être encore plus dangereuse que le feu, comme le prouve ce crash test. Quand l'avion télécommandé frappe le sol, le carburant avec retardateur d'incendie que l'on testait ne fonctionne pas. Les caméras enregistrent ce qui se passe dans la cabine et le cockpit quand les flammes enveloppent le tout. Quoique les flammes entrent brièvement dans le fuselage brisé, les instruments ont enregistré des niveaux de fumée toxique très dangereux. Il y a certains produits, des dérivés de cyanure par exemple, qui sont très toxiques et agissent presque immédiatement comme un gaz empoisonné de la Première Guerre mondiale. Ils empêchent complètement les gens d'agir de façon efficace. Quand les intérieurs en plastique et les sièges en mousse commencent à brûler, les fumées toxiques s'accumulent rapidement dans la cabine. Quelques secondes de retard dans l'évacuation de l'appareil peuvent faire la différence entre la vie et la mort. L'accident de Manchester en Angleterre en 1985 ne laissa aucun doute quant aux effets dangereux des fumées toxiques. L'avion qui transportait 130 passagers a pris feu au décollage. Au cours de la catastrophe, une sortie était bloquée et les 3 autres ouvertes avec le toboggan déployé. Il aurait dû y avoir assez de temps pour évacuer tout le monde, mais 55 personnes sont mortes. La plupart s'étaient écroulées en aspirant des fumées toxiques. Tout le secteur aéronautique fut choqué par cet accident qui n'aurait pas dû faire de victimes.
when the fire came in through the back of the cabin and people started to see the smoke and so on. Quand le feu s'est déclaré à l'arrière de la cabine, qu'ils ont vu la fumée, les passagers ont commencé à se précipiter vers l'avant, quelquefois en passant par-dessus les sièges. Mais quand ils sont arrivés aux cloisons dures de séparation, ils ne pouvaient pas passer assez vite. Le passage ne mesure que 50 cm dans ces cloisons. Et nous avons fini malheureusement avec une situation où des gens n'arrivaient pas à passer et où les autres avançaient malgré tout. La commission de l'aviation civile britannique demanda à Helen Muir d'enquêter. Elle établit une série de tests conçus pour reproduire le chaos d'une véritable évacuation. Pour cela, elle offrait une motivation financière pour la personne qui sortait de l'avion en premier. On recevra un bonus immédiat de 5 livres. Et nous nous sommes rendus compte que cela encourage les gens à sortir rapidement. Plusieurs personnes qui ont survécu à des accidents et qui ont vu des vidéos du comportement des gens dans ces expériences nous ont dit « oui, c'était exactement comme ça ». Les tests furent menés dans un vieil appareil pour voir en quoi la disposition de la cabine affectait l'écoulement des passagers. Cette vidéo de recherche montre les engorgements causés par les cloisons. On demanda à ce que les passages soient élargis à 75 cm. Les chercheurs essayèrent également différentes dispositions de sièges et suggérèrent d'élargir l'accès aux sorties sur les ailes. Les ouvertures étaient si étroites que certaines personnes restaient coincées. Dans ce test, des pompiers durent intervenir pour décoincer la sortie. Les conclusions furent publiées, mais aucun changement majeur ne fut apporté. On avait l'impression dans certaines parties du monde que Manchester n'était qu'un incident isolé. Mais quelques années plus tard, à Los Angeles, il y eut un accident où un appareil étroit prit feu. Et la situation fut la même. Les passagers avaient du mal à sortir à cause des gens qui poussaient et les issues se sont bloquées. À Los Angeles, le Boeing 737 d'US Air s'est encastré dans un immeuble, bloquant la moitié de ses sorties d'urgence. 20 des 80 personnes à bord furent étouffées par les fumées et moururent avant de sortir de l'avion. Malgré ces accidents, l'industrie aéronautique n'a toujours pas réagi. Pour augmenter le nombre de sorties, il faudrait enlever des sièges et donc perdre des places payantes. Helen Muir s'est aussi penchée sur d'autres façons d'améliorer le temps d'évacuation sans changer l'intérieur des avions. L'attitude du personnel embarqué peut grandement influer sur le nombre de survivants. Aucun doute, un équipage affirmé et décidé qui mobilise rapidement les gens et les canalise pour éviter les blocages, ça fait une grande différence. En orientant les passagers, voire en les poussant, l'équipage peut évacuer un avion bien plus vite. Dans un avion en flammes, cela pourrait sauver des dizaines de vies. Dans certains tests, Helen Muir a augmenté le réalisme en ajoutant de la fumée et en éteignant les lumières de la cabine. Les crashs se déroulent généralement comme cela. Je pense qu'il est difficile de survivre dans une cabine sombre ou enfumée. Je pense que c'est parce que nous nous orientons en général avec nos yeux. Et si un passager veut savoir ce qu'il doit faire pour survivre en cas d'urgence, je pense que la clé, en plus d'écouter le briefing, c'est de regarder devant et derrière soi, de repérer l'issue de secours la plus proche et de penser comment on pourrait y aller. Passer par-dessus les sièges, faire le tour, passer par l'allée et, dans tous les cas, compter le nombre de rangées de sièges qu'il faudrait passer pour mémoriser où ils se trouvent. En cas de feu, avec de la fumée, ils sauraient quand même où aller et comment y parvenir.
Des chercheurs comme John Paul Stapp ont consacré leur vie à prouver que l'on peut survivre à ces accidents. Dans l'aviation militaire, cela a permis des progrès considérables permettant aux pilotes de jet d'échapper à une mort certaine. Pour les avions, comme pour tous les autres moyens de transport, il y aura encore des accidents. Mais nous devons continuer les recherches pour les rendre moins dramatiques.